Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver ce mardi, exactement en direct, toujours. C'est le journal du bonheur. Si je vous dis les 12 coups de midi sur TF1, les grosses têtes sur RTL, ils symbolisent la mémoire, la culture générale et l'humour. Mon invité, Paul Elkarat. Tout de suite avec mon invité. Bonjour mon Paul, comment vous allez, monsieur Paul Elkarat? Ça peut aller, mais c'est vrai que ces derniers temps, je suis un petit peu malade. On ne choisit pas. Oui, c'est Mais bon, je suis quand même aguerri à l'exercice de la radio, donc il n'y a aucun problème. J'ai fait les grosses têtes il n'y a pas si longtemps, alors que j'y allais pas très bien. J'ai quand même assuré, donc je suis là voilà, encore. et puis le voyage forme la jeunesse, comme on dit souvent, puisque tu reviens du Maroc, Ah, enfin, vous revenez du Maroc. oh oui, j'ai été très bien formé. C'est pour ça que je suis là encore, hein. Exactement. Allez, je vais commencer, Paul. Vous êtes né à Saint-Germain-en-Laye, dans les Yvelines, ville royale chargée d'histoire, qui a vu naître Louis 14. XIV, exactement. Vous Charles êtes... IX, Henri II. Comment? Charles IX, Henri II. Exactement. Vous êtes l'aîné d'une fratrie de 3 enfants, votre frère Samy, votre sœur Louise, votre père franco-marocain, votre mère chargée de fonction et de haute administration. Quel souvenir avez-vous de cette enfance? C'est une enfance qui fut, on va dire, assez intéressante, assez joviale. Il est vrai que j'ai beaucoup apprécié cette enfance euh, qui fut innocente, qui fut aussi remplie de gaieté, où on s'est vraiment surpassé, où on a vraiment essayé de faire au mieux pour que l'éducation prime, pour que je sois le plus, on va dire, le plus euh, Zen, hein. ah, le plus zen, je ne sais pas, mais au final, ça a pas très bien marché au niveau zénitude, mais en tout cas, cette enfance qui fut, on va dire, euh, plurielle, dans plusieurs endroits à la fois, du fait des déménagements successifs, a été nourricière, elle a été belle, et j'ai été vraiment très j'étais vraiment très joyeux de partir en vacances, d'aller à l'école, de, de voir ma famille. Et j'étais beaucoup moins au fait avec les actualités d'ordre politique, la- les affaires qu'on disait d'adultes et qui maintenant nous pourrit un peu l'existence, on va dire. Mais maintenant, c'est le passé. C'est du passé. Il va falloir composer non seulement avec un présent instable, mais avec un futur incertain. Donc, on va faire notre mieux. Mais c'est vrai que j'ai une grande nostalgie quand je repense à ces moments suspendus euh, où, où je, où j'apprenais, où on venait me chercher, où j'étais avec mes parents qui étaient protecteurs, sévères mais justes. Bienveillant. Le bienveillant, évidemment, et qui avait tout de suite décelé que j'étais un peu particulier dans ma Et ça, façon, on va en reparler ouais, tout à c'est l'heure, ça, Paul. dans ma Et façon alors, de fonctionner, de il parler. paraît que vous étiez un brin provocateur et que vous amusiez la galerie. La galerie, bah, il faut quelqu'un qui le fasse, sinon c'est un peu triste. C'est un peu triste, c'est monotone. C'est monotone et on s'ennuie aussi. Donc moi en classe, j'aimais beaucoup faire des blagues, j'aimais beaucoup utiliser euh, l'ironie et j'aimais aussi beaucoup provoquer évidemment les professeurs, mais Avec gentillesse. oui évidemment, mais Mm. surtout attirer l'attention et être le pitre de la classe, voilà, attirer les regards, attirer les rires, voilà, que les gens n'aient Dieu que pour moi à ce moment-là,
Et ça compense aussi le fait que j'ai été souvent effacé, que à l'extérieur j'étais plutôt seul, solitaire, et que j'allais au CDI lire ou écrire, faire mes devoirs, ou que sais-je. Là où d'autres camarades, possiblement, allaient dehors, en cours de récré, etc. C'était un besoin de justement de provoquer un peu pour monter Oui, l'attention. le fait d'être, pas toujours, mais le fait d'être souvent pointé du doigt, comme étant quelqu'un avec un caractère singulier, particulier, fait aussi que l'on a envie de se surpasser et de montrer que l'on est capable d'avoir du talent même là où on ne s'y attend pas. Et il est vrai que j'aimais beaucoup être l'amuseur, l'histrion qui, euh, qui attirait l'attention et qui faisait en sorte que il y ait une ambiance beaucoup plus chaleureuse, détachée, avec un non-sérieux de circonstances. Et ça, c'est quelque chose qui me faisait beaucoup rire et qui m'amusait beaucoup. Il y a une chose que vous avez, en tout cas, vous avez beaucoup amusé et qui vous a vraiment fait vivre des choses. Vous avez vécu à La Réunion, en Martinique, en Isère, en Eure-et-Loire. Ces différents voyages, justement, cette culture, vous a apporté beaucoup, Paul? Ah bah oui, comme je commençais à le dire tout à l'heure, le fait de m'être rendu en plusieurs lieux à la fois et de ne pas être responsable de ces changements, qui pour certains ont été brutaux, euh, m'a fait prendre conscience, évidemment, si ça n'avait pas été le cas avant, d'une diversité de paysages, d'atmosphères, voilà, de cultures. Voilà, j'ai beaucoup apprécié les 10 années passées dans les Droms, département et région d'outre-mer, et puis la métropole, où j'y suis toujours depuis presque 10 ans 10 ans maintenant, déjà. ouais, en novembre. Et c'est vraiment c'est vraiment des changements qui forgent un individu, c'est des, c'est des évolutions qui s'opèrent, c'est des appréciations qui apparaissent. On a, Ouais, on apprécie, on déteste, on accroît notre sens critique, on devient peut-être un peu plus philosophe sur ce qui nous entoure. Et moi, comme je suis quelqu'un qui a une grande affection et admiration pour la culture, le savoir, la philosophie, la littérature, etc., c'est franchement quelque chose qui nourrit l'esprit et les voyages nourrissent le corps et l'âme aussi, Bien sûr. du fait de la pluralité de ce qui nous est permis de voir. Et donc, j'espère encore voyager longtemps. Mais je vous le souhaite justement, mais ces changements d'école ont-ils révélé des difficultés? Comment vous l'avez vécu justement, Paul, avec il y a aussi l'harcèlement aussi, on peut en parler. Oui, oui, bien sûr. Enfin, le harcèlement était, on va dire, minime. Je suis pas quelqu'un, j'étais pas la tête de turc ou le bonnet d'âme principal, dans le sens où j'étais pas quelqu'un qui était le plus à plaindre dans le cadre scolaire, parce que je savais me défendre et parce que je disparaissais plus que j'étais face aux harceleurs et aux tortionnaires. Mais on va dire que j'ai j'ai songé énormément à l'isolement et à la solitude, au, au désir qui était le mien et qui se poursuit toujours aujourd'hui d'avoir des moments Tranquillité. de tranquillité. Voilà. Et c'est quelque chose que je faisais déjà quand j'étais à l'école, dans le cadre scolaire, encore plus au collège où il y a Plus compliqué. il y a une plus grande difficulté s'adapter aux changements, à- aux cours qui sont nombreux, aux classes, aux camarades, etc. Donc oui, c'est une étape supérieure, on va dire, dans l'évolution infantile, si je peux dire ça comme ça. Et donc il a bien fallu aussi que je me surpasse en termes de caméléonnage social, une faculté assez aisée, pas innée, mais qui s'apprend au fur et à mesure, de justement se fondre dans une masse que l'on ne désire pas être similaire à notre monde, à nous,
mais au moins avoir cette faculté justement d'y rentrer ou d'y sortir quand cela nous convient moins ou que Quand cela on le nous désire. provoque des souffrances assez indicibles. Donc il est toujours permis de redevenir soi-même là où c'est plus compliqué d'adopter en filigrane une autre facette Une autre facette. de ces nombreuses personnalités. Alors justement, les médecins avaient constaté un handicap de nature cognitive. Vos parents avaient ressenti une difficulté, mais ce n'est qu'à l'âge de 16 ans que le syndrome d'Asperger est diagnostiqué. L'appellation est un soulagement pour vous. Ces années sont difficiles. Sont-elles révolues pour vous, Paul? Révolu? Non, rien n'est totalement révolu. C'est qu'un obstacle qui a été mis derrière nous, c'est-à-dire le stade de l'errance diagnostique et le stade de l'apposition du diagnostic il y a 10 ans. En revanche, une fois qu'on sait ça, il faut mettre en place de nombreux aménagements, de nombreuses, je pourrais dire ça, il faut mettre en place de nombreux critères de sélection, être en mesure d'expliquer avec force détail tout ce qui caractérise une personne avec autisme, et en particulier l'autisme qui nous caractérise en premier lieu l'individu qui vit à travers son autisme et qui est le seul dépositaire de son autisme, l'entièreté de son autisme, euh, parce qu'évidemment il y a un corps commun, mais il y a plein de ramifications qui ne se rejoignent pas. Voilà, le tronc et les arbres sont souvent des choses qui en découlent, mais qui peuvent justement agir indépendamment. Et moi, il a fallu aussi que j'exprime ma pensée sur ce que je ressentais, sur le monde que je considérais être le plus juste et le plus intègre possible. Il fallait que je le fasse comprendre aux autres, et même à sa propre famille qui, pourtant, et ma mère en premier lieu, avait tout fait pour que je sois reconnu et que enfin j'ai un diagnostic qu'elle attendait depuis des lustres. Le mot était vraiment important. Oui, ça permet justement une mise en abîme, une mise en exergue, une application de la définition, et également aussi un- une introduction qui permet justement de pénétrer plus en avant dans le sujet et justement de, de faire connaître ce syndrome, ces tourments, cette pathologie, etc. Bien Et donc sûr. De il toute est façon, c'est un syndrome qui vous ronge au quotidien, en fait. Oui, me concernant, oui, et je pense que je ne dois pas être le seul, loin s'en faut, mais me concernant, il a fallu aussi que j'explique, une fois que l'on a su pour l'autisme, il a bien fallu que j'explique ce que moi, personnellement, ontologiquement, je comprenais de ma personne et ce qu'il fallait respecter et comprendre. Et ça, c'est pas toujours évident de ne pas faire d'erreur pour éviter que je sois dans des situations ô combien inconfortables, ô combien douloureuses, et donc c'est toujours très délicat Oui. pour, euh, pour moi de subir, alors même qu'on a tenté par tous les moyens de prévenir. Euh, mais comme on guérit jamais, c'est un tant soit peu un soin qui est apporté à l'âme, un pansement Intensif. oui, de se confronter justement à une application du respect et de l'intelligence humaine, pour éviter que certains individus qui au préalable ont expliqué avec beaucoup d'attention et de précision ce qu'ils pouvaient ressentir, la manière dont ils pouvaient penser et comment ils agissaient. Bien sûr. Alors, il y a des mots qui déterminent aussi. J'ai vu alexithymie. Alexithymie. Voilà. Et après, il y a l'écolalie. Et après, il y a palilalie. C'est ça? Oui, c'est ça. Bon, après, c'est des termes scientifiques médicaux pour désigner la difficulté à reconnaître les émotions et à les vivre, et donc possiblement se tromper d'émotion quand un événement ou une parole nous arrive. Et ça, c'est vraiment pas évident pour vivre en société que de, que d'être atteint d'alexithymie, dans le sens où forcément, quand tu rigoles là où il faut pleurer, quand tu manques d'empathie alors qu'il en faut, c'est toujours très compliqué de se faire des amis et d'être considéré socialement par ses pairs.
Donc oui, et le fait de répéter des mots, des groupes de mots, des phrases, Donc ça, c'est la ce palil... qui- ça, c'est la c'est l'écolalie, oui, oui, l'écolalie, c'est ça. pardon. Mais après, il y a des répétitions de mots, de groupes de mots qui sont indépendants de ce que l'on a entendu, et donc là, on est face à des cas psychiatriques assez problématiques. Hmm. Et donc, oui, mais il y a plein de choses qui peuvent avoir attrait à la psyché humaine. Hmm. Et il est vrai que c'est, 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 c'est- ces termes-là qui sont assez barbares, mais qui sont, Ils sont durs à la fois. oui, bah, je pense que pour avoir un terme de la sorte, il faut que derrière il y ait, si je puis dire, une certaine Bon, forme de dureté et de complexité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que le mot qui est difficile à écrire, il est aussi difficile à à vivre. vivre. Ouais, Ouais, en fait, exactement. c'est ça, c'est de le vivre. Voilà, et encore, il y a le fait d'être dans une forme de lipémanie aussi, c'est-à-dire une morosité, une nostalgie qui est proche de la déprime, de la dépression De la dépression. même, et qui revient à intervalles réguliers. Et ça aussi, pour se prémunir de la lipémanie, c'est très compliqué. Euh, donc on fait en sorte d'adopter les meilleurs rouages possibles pour que la machine ne s'enraye pas. Alors justement, pour pas qu'elle s'enraye et les rouages, c'est le sport. Oui, Ça, partiellement, oui. partiellement, le judo, le tennis, vous avez pratiqué. L'athlétisme, le foot, un peu. Le foot aussi, vous êtes encouragé par votre père, justement. Vous a-t-il aidé à vous adapter aux autres et vous dépenser ou vous dépasser? Oui, bah, évidemment, il m'a encouragé à faire du sport, il a été présent, il a même donné de sa personne physiquement parce que lui-même était athlète de haut niveau et donc Tout à fait. le fait que le fait qu'il il m'ait donné le goût du dépassement et aussi d'une certaine sévérité quand il y avait une chose qu'il considérait comme n'étant pas acceptable dans le sens sportif du terme, parce que mon père sur l'athlétisme il est quand même assez Il est balèze. balèze, oui, mais assez difficile aussi sur les prestations. Ah oui, C'est-à-dire que si on s'applique pas ou si on fait quelque chose de travers, ça lui il plaît est dur. moyen. Oui, il a une certaine dureté, mais bon, il s'est un peu assagi avec le temps. Mais à une Voilà. certaine époque, quand je faisais du sport ou que j'étais pas concentré ou que je rêvassais sur un terrain de foot ou que Mhm. j'étais pas appliqué, forcément ça l'agaçait et donc il me le faisait savoir. Et il me met des coups de pression quand même. C'est un bon coach sportif Oh, alors. ouais, c'est un bon. Alors, Il faut s'accrocher, il hein. faut s'accrocher. Alors en 2021, vous participez à Fort Boyard. C'est à la fois sportif, un bon bol d'air. C'est une belle expérience. Ah oui, 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 mais moi j'ai toujours voulu faire Fort Boyard. Ça fait des années que je regardais cette émission, divertissante, ludique et en même temps sportive, qui nous met aux prises avec certaines de nos peurs les plus enfouies, de nos phobies. Et donc c'est aussi intéressant, en plus du fait qu'on joue pour une association caritative Tout à fait. et sanitaire. Mais Mais moi, quand j'y suis allé en 2021, j'ai fait beaucoup d'épreuves dites intellectuelles et j'étais un petit peu déçu sur le fait que l'on m'ait pas proposé de Les araignées. faire des épreuves de dépassement de soi, des épreuves plus sportives, plus dans le sens physique du terme. Et j'ai vraiment l'envie de réitérer cette émission et j'aurais souhaité le faire cette année en particulier. Mais pour l'instant, je suis toujours en attente de réponse, donc on verra bien. Je vous le souhaite, Paul, de refaire Fort Boyard avec un grand plaisir de vous retrouver justement sur cette émission emblématique. Malgré les difficultés, vous avez obtenu votre baccalauréat et entrepris une licence d'histoire d'université de Grenoble. À l'université de Grenoble. L'histoire, c'est votre matière favorite. Pourquoi avoir arrêté là alors que c'est paraissait logique d'entamer des études d'histoire? L'âge adulte vous fait peur? Ou est-ce que comme vous évoquez dans le livre Atypique qui est sorti, page 113? Page 113. Oui. La lecture, c'est difficile. Non, ça ne me fait absolument pas peur. C'est juste que le cursus universitaire n'est pas forcément la chose que je préfère faire, du fait d'un cruel, d'un cruel manque, on va dire, de méthodologie. J'ai beaucoup de mal à
J'avais beaucoup de mal à une époque à hiérarchiser l'information, à aller du général au particulier, etc. Ça a été le cas au lycée et je me suis tapé des mauvaises notes à cause de ça. Pas, non pas à cause de la connaissance brute, mais à cause justement de la manière Comment est de fait l'école? Comment est fait la manière dont il faut rédiger le travail en question, la dissertation, etc. Donc oui, les contrôles, qu'ils soient continus ou pas, sont pas ce ne sont pas des examens qui me sied. Je, j'ai- je n'ai pas forcément eu des résultats transcendants, on va dire. Mais en tout cas, j'ai quand même assez étudié pour le peu de patience qui me Oui. caractérise. Et voilà, et j'ai fait 2 ans et demi. En plus, il y a eu la Covid qui a mis un coup d'arrêt brutal. Ah, Mais ça a été mortel pour moi, du coup, justement, on j'ai va en laissé parler tomber un peu. après. Mais qu'est-ce que vous pensez de l'éducation nationale à la date d'aujourd'hui, Paul, entre ce que vous avez vécu et est-ce qu'il y aurait des changements à faire dans l'éducation nationale pour les cours? Oui, je pense que quand il est question de politique nationale, voire internationale, tout est problématique, ou presque, et donc il faut revoir beaucoup de choses. En l'occurrence, dans le sujet de l'éducation nationale, je pense qu'il n'y a pas assez de professeurs qui sont aussi formés à la différence ou au handicap. Il n'y a pas assez d'aide scolaire, d'APSEM ou d'AVS. Et forcément, quand on est aux prises avec un enfant porteur d'autisme, je prends l'exemple de l'autisme vu que c'est le sujet qui me préoccupe, on se retrouve avec des professeurs débordés qui n'ont pas d'autre choix que de virer l'enfant de la classe ou de lui signifier une fin de non-recevoir. Et ça, c'est un coup dur pour les parents qui n'ont pas forcément le désir que leur enfant reste à domicile en permanence, à ne rien faire, et qui veulent qu'il reçoive une éducation dite scolaire. Donc c'est très difficile. Il y a ça, il y a aussi le fait que les enseignants de tout cursus soient pas forcément les mieux rémunérés, qu'ils sont dans une certaine fatigabilité. De toute façon, c'est le cas pour l'éducation nationale, c'est le cas pour la politique intérieure sous toutes ses formes, j'ai envie de dire, pour les hôpitaux, pour les centres de soins, voilà, pour le simple fait de régir une société et de commander, gouverner des peuples, je veux pas dire un peuple, mais Un des peu peuples, des peuples. bah c'est une chose ô combien compliquée, et je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui prennent avec sérieux, au vu de ce que certains politiciens osent dire à l'antenne, je pense pas qu'ils prennent avec un grand sérieux et grand égard les considérations des gens qui nous entourent, et on se retrouve avec des manifestations, avec des cris de colère, avec possiblement des révolutions qui vont arriver, et ça avait déjà commencé avec les gilets jaunes, et oui, Oui. forcément, que ce soit dans le secteur tertiaire, primaire, etc. Primaire, j'en parle même pas, mais voilà, donc c'est toujours très difficile, et l'éducation nationale ne fait pas exception. Ne fait pas exception. Pareil. Allez, si je vous dis le 29 avril 2019, Je sais pas. participation de la première fois avec un jeu télévisé sur TF1 présenté par Jean-Luc Reichmann, justement, les 12 coups de midi. Vous y restez 153 jours, vous devenez un des plus grands maîtres de midi, vous dévoilez vos nombreuses connaissances, notamment l'histoire, la géographie, la littérature et même la politique. Quel souvenir avez-vous justement de cette première audition à Chambéry? Et vous n'avez pas été retenu parce que Non. c'était à Grenoble après. Oui, oui, tout à fait. C'était un défi. Oui, bah, je sais pas, une semaine ou deux avant, j'étais à Chambéry pour faire les sélections, parce que c'est dans ma zone d'attraction. Bien sûr. Et après, j'ai vu que c'était à Grenoble, donc je me suis dit, bah pourquoi pas tenter de faire un jeu télévisé de culture générale. J'avais essayé Question pour un champion, ça n'avait pas fonctionné à cette époque-là, et on m'avait pris pour faire les 12 coups de midi. Et je dois dire que je suis plutôt satisfait du résultat, même s'ils ont mis très longtemps à me rappeler, parce qu'ils se demandaient si c'était une bonne idée de faire venir quelqu'un avec un trouble neurologique assez détonnant, on va dire, que l'on peut difficilement gérer Hmm. en cas de problème, de crise, etc. Et donc ils ont mis du temps forcément à me
à me rappeler, mais ça s'est bien déroulé. Faut savoir que j'avais fait les sélections en novembre 2018 et j'étais prêt en mars 2019. 19. Voilà, donc 5 mois où j'ai patienté, sagement, sans savoir si j'allais être pris, évidemment. Moi, je pensais que 4 mois, 5 mois qui passent sans réponse, évidemment, c'était plié, je n'allais pas recevoir de réponse positive. Et donc, j'étais parti vaquer à d'autres occupations, en l'occurrence faire les études, etc. Mais au final, ils m'ont fait venir et là encore, évidemment, quand on te fait venir, il y a d'autres, il y a d'autres pensées qui te traversent l'esprit. Tu te dis, bah, oh, bah, ils te font venir. T'es étonné, évidemment, mais tu restes sur tes gardes. Tu te dis, bon, Oui. je vais y aller, je vais faire un aller-retour, et puis le tour est joué. Parce que franchement, la télévision, avec tous les stimuli extérieurs qui me parviennent, c'est vraiment extrêmement désagréable. Donc je ne vais pas pouvoir rester si longtemps. Et au final, avec le temps, il y a eu, on va dire, une certaine coquille qui s'est formée autour de moi, une coquille qui se voulait protectrice bienfaisante. Et ils ont fait en sorte que j'intègre le mieux possible tous les rouages, on va dire, du jeu et de pas faire de pas faire de pas faire d'actions qui pourraient me nuire, de faire attention à ce qui pourrait être dit, d'essayer de s'ouvrir un peu plus. Là où il faut s'installer, j'ai pris beaucoup de plaisir à être sur ce plateau pendant 5 mois et demi. J'ai rencontré beaucoup de personnes qui étaient très gentilles, très sympathiques, avec lesquelles je suis certain partiellement et je suis toujours en contact. Donc donc non, le fait d'avoir fait ce jeu, c'est quand même surprenant et franchement, je trouve ça assez extraordinaire. C'est extraordinaire. C'était un défi en fait. Bah, ça s'est transformé en défi Ça, après, mais c'est vrai qu'au début, le simple fait d'y aller, j'ai pas considéré ça comme un défi extrême, hein. Juste me rendre là-bas pour répondre à des questions et pour faire une présentation orale d'1 minute, je pense que beaucoup de gens peuvent le faire, même autistes. Donc, Même autiste. En tout cas, les souvenirs les plus marquants avec Jean-Luc Reichmann, avec les autres candidats et le public, vous en avez quelques-unes? oui. Il y a un qui vous a marqué en fait avec Jean-Luc ou même avec un autre candidat? Bah en fait, c'est après mon élimination, la chose la plus marquante, c'est la venue de Mireille Mathieu au Prime de Noël. Oui. Et franchement, le fait de s'être déplacé pour moi, en particulier, de m'avoir remis des présents russes, c'est vraiment quelque chose parce qu'elle revenait de là-bas. Ouais. Elle m'avait laissé au préalable un message vocal en me disant que sur la place rouge devant le Kremlin, en me disant que que j'étais assez exceptionnel, etc. Elle m'avait rempli de louanges et j'étais franchement ravi de l'entendre parler de moi ainsi. Une chanteuse internationale qui n'avait plus fait parler d'elle depuis un moment et qui ressort pour Une grande dame. discuter de moi, c'est quand même assez étonnant. Oui. Et donc voilà, je pense que c'est le souvenir le plus impérissable qui demeure, mais c'était post-parcours. Après, dans le parcours en lui-même, j'ai reçu beaucoup de messages, beaucoup de gentils témoignages, et donc je retiens un peu tout. Je n'y hiérarchise pas sur l'importance de telle chose sur une autre. Voilà. En fait, c'est une émission qui a quand même changé votre vie, Paul. Ah, ça a été un tremplin. Un tremplin Qui a total. permis la présence d'autres opportunités littéraires et puis après médiatiques et radiophoniques. Donc Parce oui, que c'était des questions étaient difficiles et variées en fait. oui, bon après il y en a certaines évidemment qui étaient assez faciles et d'autres plus compliquées, ça, je pense que ça va de soi. Mais le fait de m'avoir permis d'être dans cette émission et d'avoir fait un parcours aussi remarqué et remarquable Et remarquable. est quand même est quand même assez louable. Euh, en revanche, évidemment que je suis quelqu'un qui est très critique envers soi-même et envers la société qui l'entoure. Donc évidemment que je ne vais pas passer ma vie à dire c'est génial, c'était assez fou, tout cela, tout ce qui m'arrive. Moi je suis plutôt quelqu'un qui va considérer ça, mais en partie. Et d'un autre côté, je me dis, bah là il y a des travers, là ça va pas, etc. Moi, je suis quelqu'un qui voit un peu des deux côtés, mais comme on souligne surtout l'aspect positif, j'ai envie de rappeler aussi tout ce qui a pu être
difficile et compromettant dans le, dans le développement dans le développement participatif et télévisuel en 2019. Où c'était quand même pas toujours évident et où il y a eu évidemment des petits coups de semonce. Ça a été délicat, mais on s'en est toujours bien sorti. Mais ça fait partie de l'équation. De l'équation. Il y a une chose, votre méthode pour mémoriser, parce que ça, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. En fait, comment vous faites pour justement cette méthode? Est-ce que c'est aussi c'est un plaisir ou des fois ça peut être une douleur? La preuve, tout à l'heure, hors antenne, on est passé dans une rue et tout de suite, Paul, vous avez raconté l'histoire de cette rue. Oui, j'ai raconté plutôt l'histoire du bonhomme. Après, l'histoire de la rue, je la connais pas très bien. Non, mais enfin Sachant que je suis jamais totalement allé à Villejuif. Mais en tout cas, oui, dès que je vois le nom de quelqu'un, je vois le nom d'une rue et que je sais qui c'est, j'aime bien faire un petit résumé, une petite biographie fort sympathique qui dresse un peu le portrait de l'individu qui est en place. Et voilà, ça a été le cas pour plein de gens. Là, avant de venir, c'était Rossel et Baudin, et voilà. Voilà. Et là, Paul, vous m'avez raconté l'histoire justement de cet homme. C'était passionnant. Il y a aussi une chose, vous avez un rituel, vous faites des listes par centre d'intérêt. Un exemple, la liste des États non reconnus par l'ONU. Oui, entre autres, j'en ai un peu des dizaines et des dizaines de listes, mais les États non reconnus par l'ONU, oui. J'ai fait cette liste-là parce que ça me permet de me détendre et c'est satisfaisant à faire. Voilà, il y en a qui râlent la télé, il y en a d'autres qui malaxent du slime, et moi j'écris des listes, des textes, je dresse des portraits. Vous écrivez beaucoup. À cette occasion, le grand public a découvert le syndrome d'Asperger, une forme d'autisme. C'était important. Asperger, pardon, excuse-moi. C'était important de montrer ce syndrome. Pendant le confinement, TF1 a rediffusé vos participations entre le 29 avril et le 11 mai 2020. Le 2 septembre 2020, vous publiez une autobiographie, ma 153e victoire, préfacée par Jean-Luc Reichmann aux éditions HarperCollins, dans laquelle vous revenez sur votre victoire et une existence avec un syndrome d'Asperger. Avez-vous conscience de cette date que vous avez apportée à la pierre à l'édifice? La pierre à l'édifice? Ouais, par rapport à justement à ce syndrome. Je pense que j'ai rajouté une nouvelle vision du syndrome. Que les gens ne connaissaient pas. Possiblement non. Bah non, dans son entièreté non, c'est sûr. Mais évidemment, comme je l'ai dit, il y a un fonds de commerce qui est assez commun, j'ai envie de dire, sur l'autisme. Et je pense que ça a été abordé par de nombreux spécialistes de la question. En revanche, oui, j'ai amené à une redécouverte. Non pas uniquement nationale, mais francophonique, je dirais, de l'autisme et en particulier du syndrome d'Asperger. Bon, actuellement, trouble du spectre de l'autisme. Et aussi, j'ai mis en exergue ma personnalité dans le spectre de l'autisme qui est extrêmement large. Et donc, j'ai une manière de montrer ô combien le syndrome peut être pléthorique, et en l'occurrence me mettre en avant et expliquer la manière que j'ai de considérer toute chose de façon très prégnante et philosophique. C'est quelque chose qui m'intéresse grandement, et donc j'ai à cœur non pas de ramener tout à l'autisme dans son sens le plus terne, fade, mais dans un sens plus enjoué, plus effervescent, plus extrême aussi. C'est-à-dire que il y a une facette qui est possiblement méconnue, et le fait de rajouter ma frise de vie, ma chronologie et ma psyché à l'équation A plus A plus A de l'autisme, c'est quelque chose d'extrêmement important, je pense, du fait de la méconnaissance latente de l'autisme dans son ensemble. Donc évidemment que de parler de moi, en faire un porte-étendard, c'est peut-être selon moi trop, mais en tout cas je fais mon maximum pour m'exprimer sur le sujet et pour aussi me mettre en avant et montrer que
je suis quand même quelqu'un d'assez résilient, très résilient et très combatif, et que si j'y suis arrivé, possiblement il y en a d'autres, statistiquement, qui pourront s'en sortir de façon très... non pas forcément avec une célébrité, une notoriété quelconque à la clé, mais Oui, mais avec, quand on veut, on peut. mais avec un... quand, quand on veut, on peut, et quand on peut, on a. Ça, c'est une maxime de Musset. Voilà. Mais je pense que certains ne sont pas en mesure de se surpasser du fait de leur trop grand enfermement et du fait qu'ils soient dans un environnement qui ne soit pas propice à l'ouverture d'esprit ou pas. Et donc, malheureusement, cet adage peut avoir une fin aussi pour beaucoup d'autres. Et le fait qu'il y en a tellement qui sont silencieux et qui sont pas à même d'apporter leur pierre à l'édifice de la reconnaissance autistique, c'est quelque chose qui doit incomber à des gens comme moi qui ont les capacités de le faire et De se battre. d'exprimer non pas leur propre manière d'être, mais aussi expliquer ce qu'est l'autisme dans une plus grande part et pas forcément ce qui pourrait me ressembler moi. C'est ça aussi le souci de la démarche, c'est qu'on considère que je suis le symbole de l'autisme, ce qui n'est absolument pas le cas. Non. Je suis qu'un petit morceau de glace sur un iceberg autistique très conséquent, très gros. Et donc, ma personne n'est qu'un biais pour faire des recherches et pour être sensibilisé à l'autisme. Et non pas forcément de considérer que les autistes qui sont dans la difficulté à comprendre les émotions, à utiliser le second degré, à être enfermés dans des carcans sociaux, à avoir des difficultés avec l'imprévu, aimer les habitudes, etc. C'est pas quelque chose d'immuable. La plasticité cérébrale permet justement de se dépasser et d'être en mesure Dépassement de soi. d'aller dans une autre dimension qu'ils ne connaissent pas forcément et avec laquelle ils sont pas très à l'aise, et montrer que l'on est en mesure de le faire. On peut le faire. Voilà. Alors, il y a une chose que je sais, vous n'aimez pas être comparé. Non. Et je suis d'accord avec vous, Paul, mais beaucoup vous comparent à Emilien. Que pensez-vous du record et la longévité du record de participation? C'est une question qu'on me pose régulièrement. Et oui, mais on s'était eu au téléphone. Oui, On se je souvient, vous Paul avais expliqué, enfin, on se tutoie Oui. de toute manière. Oui. Mais, On s'était eu au téléphone, justement. oui, où j'avais expliqué qu'après avoir parlé de ce sujet, j'avais eu une avalanche de bêtises en tout genre sur les réseaux sociaux. Ça, c'est pas surprenant, évidemment. Euh, mais en tout cas, le simple fait que je me suis prononcé là-dessus sans avoir une once de jalousie ou quelconque péché d'envie, je pense qu'à ce niveau-là, j'ai plus rien à prouver, surtout que j'ai une carrière littéraire et médiatique qui commence à prendre du galon, on va Oui. dire. Donc, moi, j'ai aucun problème avec ça, et je pense honnêtement que je n'aurais pas supporté de rester aussi longtemps à l'antenne. Si les personnes en face prennent du plaisir, c'est le principal. Moi, je considérais et je considère toujours que, à un certain égard, il y a une tranche de la population qui regardait les 12 coups, qui possiblement ont un peu tourné la page parce que ça devient trop long, que ça pourrait possiblement, comme je l'ai dit et que je le répète, tuer le jeu dans le sens où après, plus personne ne pourra atteindre un tel score, un tel record, et le simple fait d'y aller, bah au final, ça pourrait être extrêmement difficile, voire impossible à dépasser 570, 580 émissions. Et, euh, et moi, à l'époque où j'y étais, il y a aussi le fait qu'il y ait des gens qui considèrent que parce que j'ai été au 12 coups, possiblement je me serais pas arrêté, j'aurais continué si j'ai été à sa place bien avant lui, et je sais pertinemment que à l'époque j'étais pas premier encore. Il y avait Christian Quesada devant moi, Tout à fait. avec 193 émissions, participation, et moi mon but c'était d'atteindre les 200. Voilà, je vous le dis. Je voulais dépasser Christian et m'arrêter parce que je commençais un peu à en avoir dans les jambes. Oui. Et... Oui, parce que c'est intense. Oh oui, bien sûr que c'est Parce que intense. ce que les gens, c'est hyper justement, fatigant, dire ouais. aux auditeurs, en fait, il faut savoir que c'est une émission, c'est pas une émission par jour, c'est diffusé une émission par Oui, jour. une émission. Bah, pour que... Mais par oui. contre, l'enregistrement, c'est on enfile. Bah, enfin, 364 jours, 365 jours bissextiles, parce qu'il y a un jour où ça passe pas. Franchement, pour avoir une émission chaque jour, faut carburer un petit peu. Et oui, 5 émissions par jour pendant 4 voire 5 jours, ça dépend du bon vouloir de l'animateur et de la production.
franchement, j'ai envie de vous dire que je connais un peu justement le mécanisme du jeu, à part s'il a évolué entre-temps, mais ça m'étonnerait. Je considère évidemment que je n'aurais pas souhaité continuer aussi longtemps. 1 an et demi, ça me semble juste stratosphérique. Et je considère, bien évidemment, avec tous les égards qu'il peut y avoir, que le numéro un, Emilien, qui a le plus du double qui a le plus du double que le deuxième, Bruno, Oui. ça commence possiblement à faire beaucoup. Et c'est ce que j'ai dit de façon très claire et très concise. Et au final, il y aura toujours des gens pour pas vouloir comprendre ce que je veux dire et pour considérer que j'ai des tares ou des torts, bon bref. Mais non. Mais là, je pense que ça va de soi et ça fait aussi marcher l'intelligence du monde. Et tu t'aperçois quand tu es sur les réseaux que l'intelligence, elle est restée au placard pour Elle est beaucoup. restée au placard. Ouais. Exactement. Oui, on est d'accord. Ouais, Oui. on Mais est on a eu cette discussion justement. Non, mais moi je parle sans complexe de tous les sujets. C'est juste que quand je suis face à quelqu'un de foncièrement malhonnête, qui est là pour faire le buzz, qui cherche à créer des soucis là où il n'y en a pas, à créer des fights, comme on dit, Ouais. des guerres intestines entre les joueurs, entre les candidats. Franchement, je trouve ça ridicule, mais c'est leur gagne-pain, et ils préfèrent gagner leur pain, comme on dit. L'argent fait faire beaucoup de choses, donc ils préfèrent ça plutôt que de me laisser en paix sur des choses que j'ai possiblement pas dites. Et je parle de ce sujet comme beaucoup d'autres que j'ai pu aborder et qui étaient assez tendancieux. Il faut que ça s'arrête, on va dire. Oui, faut que ça s'arrête. Faut aussi arrêter de me poser la question parce que j'y ai répondu très régulièrement. Je sais Mais bien. moi je te réponds parce que on se connaît, mais sinon quand je connais pas et on a vraiment envie de me piéger en me disant bah attention, ils vont te poser cette question et possiblement si tu réponds ça, ils vont garder juste une partie. Ouais, ouais. Je suis habitué à ça, ça fait Bien des sûr, années mais que je je fais sais. que j'écume les plateaux de radio et de télévision, et je sais que possiblement on va me poser la question sur les autres candidats et sur l'actualité des 12 coups Bah, de bien midi, sûr. chose qui ne m'intéresse plus vraiment. Bah, bien sûr, t'es passé à autre chose. Oui, bien Je sûr. te comprends. Bah, ça fait 6 ans, je vais pas penser H24 à ce bien jeu. sûr. Enfin, Ah bah non, il faut passer à autre chose. j'ai Voilà. passé longtemps aux choses, mais c'est vrai qu'on me te demande ressort, souvent de parler de on ça. te ressort, voilà. Moi, je t'en ai parlé parce que c'est vrai que à l'époque, on s'était au téléphone et puis, allez, une semaine après, ça y est, tout le monde avait sorti son petit dossier. Oui, son petit tabloïd et on en a ses titres rigolé tous les deux. accrocheurs volontiers putaclic, on peut le dire. Oui. Donc moi j'ai aucun problème. Quelqu'un qui se fie juste à la couverture sans voir le fond, c'est pas quelqu'un d'intelligent, je Bien trouve. sûr, bah, bien sûr. Voilà, donc il faut vraiment aller voir le fond du sujet et considérer ma prise de parole dans son ensemble. Plutôt Alors que- justement, il y a une chose qu'on va revenir. Comment tu avais vécu le confinement? On en parlait justement tout à l'heure. Comment tu l'as vécu? Tu disais justement c'était très dur pour toi, justement, le confinement 2020. Le confinement, c'était difficile parce que je devais travailler depuis chez moi, j'étais enfermé avec ma famille, parce que à la limite, je suis enfermé dans un vaste espace où je peux me mouvoir dans de nombreuses directions, où je manque de rien, où j'ai pas besoin de sortir, etc. Mais c'était pas le cas. J'étais avec toute ma famille. On était dans un logement qui n'était pas exigu, faut pas exagérer, mais c'est vrai que quand tu restes toute la journée avec les mêmes membres de ta famille pendant des mois, il y a les nerfs qui lâchent aussi. Ouais. Oui, il y a la santé mentale qui en prend un coup. Moi, j'avais besoin justement de prendre l'air, d'être seul, de m'isoler, et être dans sa chambre quand t'es entouré de Te personnes, retrouver toi-même. ça ne suffit pas. Et j'ai dû en plus travailler, suivre un rythme assez soutenu avec les études à distance, rendre des travaux à distance, et ça c'est encore pire que venir en classe et de parler de ces exposés, etc. Donc j'aimais plus ce que je faisais, du coup j'ai décidé d'arrêter en 2020 les études. Les études. Voilà. Et donc en fait, le monde littéraire te plaît énormément. T'aurais voulu être né dans une librairie. On en parlait justement hors J'aurais antenne. voulu être un artiste. Exactement. Vous aimez lire et aussi écrire. Le 13 octobre 2021, Crimes et mystères de Paris, vous retracez de plusieurs affaires criminelles de la capitale. La Révolution française aux années 60 suivra le 27 septembre 2023. Crimes et mystères de France, aucune région n'est épargnée. Qu'est-ce qui vous a attiré et pourquoi ces crimes et mystères?
Je suis quelqu'un qui apprécie beaucoup la criminologie, qui n'apprécie pas évidemment le crime infâme du meurtre, mais qui, face à une recrudescence de la violence, a voulu comprendre les tenants et aboutissants d'une société basée sur le capitalisme, avec une économie et une société basée sur les inégalités, où la pauvreté est légion, où les troubles mentaux ne sont pas forcément bien considérés, où il y a une méconnaissance évidemment de la marche médicale. Et tout cela fait que j'apprécie beaucoup analyser, comprendre et expliquer en narrant à ma façon les affaires criminelles et la psychologie du tueur. Possiblement. C'est quelque chose qui m'intéresse. La psychologie humaine, la psychanalyse, la psychiatrie. Et franchement, il y a un terreau assez important au cœur même des sombres affaires qui ont ensanglanté le monde, et en particulier Paris. Il y a beaucoup de choses Oui. à dire, et j'ai fait la France après, et il y avait beaucoup de choses à dire aussi, et j'ai pas pu aborder toutes les zones de France non plus, mais en tout cas j'ai essayé d'être d'être Le plus clair le plus possible, englobant le plus possible. englobant, Ouais. ouais, et clair. Oui, parce que c'est compliqué quand même. C'est des recherches de généalogie aussi à la fois. Oui, alors c'est fait par généalogie. Par exemple, l'ex- Un exemple. l'exemple du livre Crime et mystère de, pas de France, mais de De France, Paris, de Paris, oui. mais Crime et mystère de France, c'est par région, et Crime et mystère de Paris, c'est par chronologie. C'est-à-dire, on part de la Révolution française jusqu'au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Voilà, il y a 37 affaires pour les Crimes et mystères de Paris, et il y en a 3 de plus, 40 pour Crime et mystères de France. 2 ans d'intervalle de publication, 2021-2023, et possiblement l'année prochaine, ça sera Crime et mystères du monde. Possiblement, C'est ce que tu me possiblement. disais, Paul. Alors, le 12 octobre 2022, vous écrivez Bienvenue dans mon monde aux éditions HarperCollins. Dans ce livre, vous parlez de ce 22 juin 2015, une date qui marque votre vie. J'ai 16 ans. Malgré tous ces efforts, vous vous adaptez, vous comprenez que vous n'êtes pas comme les autres. Alors, quand le diagnostic tombe, justement, on en parle, justement, il y a un mot. Justement 2 fois d'affilée. 2 fois. Votre grand-mère vous a compris cette différence, mais c'est le début d'une autre longue bataille, l'acceptation de soi et l'hypersensibilité. Qu'est-ce qui est le principal caractéristique de l'hypersensibilité, Paul? C'est toujours difficile? Oui, oui, l'hypersensibilité est très difficile à appréhender et à supporter quand on est face à des tourments dont l'activité extérieure en est un des facteurs principaux. Mais en tout cas, je fais le maximum, ou du moins je tente de faire le maximum euh, pour, D'être optimiste? pour m'empêcher d'être face à des situations qui sont extrêmement désagréables, à m'épargner, voilà. Hmm. Et c'est vrai qu'il y a d'autres gens en face qui ne prennent absolument aucune pincette et qui m'épargnent pas, et donc ça contribue C'est pas cool. ça contribue davantage à mon mal-être, mais ça peut être volontaire ou involontaire. Heureusement que c'est plus souvent involontaire, sinon je serais face à des petits tortionnaires de la psyché quand même, hein. Mais en tout cas, je suis quelqu'un qui, oui, est d'un naturel optimiste dans le pessimisme schopenhauerien. C'est-à-dire là. C'est pessimiste et aussi Oui, optimiste mais à la c'est fois. parce que je suis pessimiste que j'ai justement caché derrière un optimisme qui est fondamental. Le pessimisme de façade ou la volonté d'être optimiste en passant par le pessimisme. C'est un peu la maxime de Antonio Gramsci. Oui, tout à fait. Voilà, c'est ça. Et en fait, la solitude, est-ce que c'est pesant à la fois des fois? La solitude, quand elle est non désirée, c'est une souffrance. C'est une souffrance Indéniable, oui. indéniable. Il faut la souhaiter, la solitude. D'ailleurs, elle est souhaitable pour tout le monde, et je pense qu'à tout moment, pour tous les êtres humains, il y a un désir d'être seul. Il y a un désir d'isolement, il y a un désir de solitude qui est louable, bienfaisant et qui est humain. Humain, se retrouver Et soi-même. je pense que quand on n'a pas la possibilité de se retrouver soi-même et d'être seul, ça se ressent. On devient acariâtre, on devient irascible, on n'a plus envie d'être en présence de l'autre, et on devient très désagréable aussi. Et je pense que c'est le début de la dépression. Et quand la dépression arrive, faut absolument redresser la barre, si je puis dire. Et donc il faut absolument
été le désir d'être seul et aussi l'envie d'être avec autrui. Parce que la solitude peut peser, comme je l'ai dit, si elle n'est pas désirée. Pas facile, Voilà. pas facile. Paul, vous avez un parcours atypique, avec un S, comme le titre de votre livre paru en 2025. Atypique, chez HarperCollins, c'est un dialogue entre fils et sa mère, Paul donc, et Sophie Elkarat. Atypique est une suite ou un complément de Bienvenue dans mon monde. Oui, avec une empreinte assez importante de ma mère. C'est surtout ma mère la contributrice majeure de l'ouvrage. Et je pense que la demande qui a été faite par les parents d'avoir un livre comme celui-ci à une époque où ma mère elle-même, d'après certains témoignages qu'elle a donnés, d'ailleurs beaucoup d'interviews qu'elle a faites, elle l'a dit clairement, qu'elle aurait souhaité avoir un livre comme ça, un certain mode d'emploi à l'attention des parents avec personnes avec enfants autistes. Et donc, cette demande qui a été faite et qui a été appuyée aussi par la maison d'édition a fait que l'on a sorti ce livre qui est d'utilité publique et qui est d'une grande aide pour les familles qui sont dans une errance assez importante et dont même les professionnels de santé sont totalement impuissants. Donc c'est pour ça que ce livre est important. En fait, vous donnez beaucoup de témoignages, des obstacles rencontrés avec les enseignants, les médecins et bien d'autres. Vous donnez beaucoup de renseignements sur les différences, les associations, les organismes, les compétents, les adresses utiles. Vous expliquez aussi les confrontations avec votre mère qui vous a toujours soutenu. Vos efforts étaient réciproques. Vous dites parfois, elle n'en fait pas assez et pourtant, elle est présente. Vous aimez donner votre point de vue si singulier. Que pourriez-vous dire de votre famille et en particulier votre maman? Je dois dire que ma famille est assez dissemblable mais unie. C'est-à-dire que malgré les difficultés, malgré les prises de tête, malgré les disputes, etc., qui sont quand même assez intrinsèques, inhérents à bien des foyers du monde, on est quand même resté unis sur certains sujets et cette unicité a permis justement une approche beaucoup plus nuancée, une appréciation beaucoup plus expansive sur la particularité qui est la mienne, on va dire. Et donc, et la complexité aussi mentale, la structure neuronale qui est la mienne, qui n'est pas toujours, l'on s'en faut, évident à saisir. Et donc, malgré ça, il y a eu il y a eu des phases extrêmement tendues, extrêmement difficiles, où ils arrivaient plus à suivre, plus à comprendre, et même parfois ils voulaient pas comprendre. Mais après, ils sont revenus à la charge parce que ils considéraient qu'ils n'avaient pas vraiment le choix, qu'il fallait que cet enfant qui souffre beaucoup soit, on va dire, non seulement pris en charge, mais qu'on essaie de le comprendre dans une plus grande mesure, là où le simple fait de ne pas avoir de diagnostic, c'est déjà un frein assez important. Et je pense que ma mère en particulier a été, on va dire, la clé de voûte pour me mettre sur le chemin quand moi-même j'étais en train de sombrer littéralement face à l'immensité de l'obstacle que je devais affronter. Dieu sait que j'en ai affronté beaucoup, mais il y en a qui sont beaucoup plus imposants que d'autres. Voilà, c'est une multiplicité des tailles, des complexités et de la matière de l'obstacle. Et donc, il est vrai que le fait qu'elle n'ait pas lâché et qu'elle était assez opiniâtre fait que la victoire sur moi-même lui appartient en grande partie. C'est comme à Roland-Garros. Oui. La victoire appartient aux plus opiniâtres. Si t'abandonnes dès le début... La balle de match, ça marche pas. Si t'abandonnes dès le début, ça va être extrêmement compliqué de te remettre dedans et de continuer et de faire en sorte que celui pour qui tu comptes soit un jour remis sur un chemin qui soit beaucoup plus lumineux. Oui. En tout cas, il y a une chose, tout va bien avec tes frères et sœurs, la famille. Et je voudrais que tous ces gens qui mettent sur des réseaux comme quoi la famille, ceci, cela, des conneries, arrêtez de marquer des conneries parce qu'en fait, c'est un bonheur. Vous êtes une famille formidable. Je ne voudrais pas faire le titre d'un film, mais oui, vous êtes unis avec Annie Dupéré. Exactement. Bien, oui. Exactement. Voilà. Annie qu'on embrasse aussi. Oui. Alors, j'ai un petit message et une surprise à te faire écouter. Je te fais écouter un petit message. Surprise. Coucou mon polochon, c'est ta maman.
Voilà, je voulais te faire un petit message pour te dire que c'est une extraordinaire aventure que de faire ce livre avec toi, de faire la promotion ensemble, que je mesure à quel point tu fais des efforts monstrueux pour arriver à mener tout ça de front, que ça te fatigue beaucoup et que tu prends énormément sur toi. Donc je ne te le dis pas souvent, je ne te le dis pas assez, mais je suis fière de tous les efforts que tu produis et j'espère que tu continueras à le faire, moyennant des plages de repos qui te sont nécessaires absolument. Donc voilà, l'occasion m'est donnée par Frédéric et je le remercie de te faire ce petit mot pour te dire que l'aventure continue, qu'on a encore plein de salons à faire, plein de promos sympas, et que c'est un moment unique dans notre vie et que voilà, je prends beaucoup de plaisir à le faire. Allez, je t'embrasse mon Poloche, à bientôt. Merci beaucoup Sophie, merci, on t'embrasse. Paul? Oui, c'est moi. Dis-moi tout. Ah bah dis-moi tout. Bah je vais essayer, mais déjà je sentais que ça allait être elle qui allait me parler parce que c'est avec elle que je fais ce livre et que je mène de front ces ces combats qui ne sont pas que des combats, qui sont aussi des plages de plaisir parce que franchement un combat agréable c'est quand même extrêmement rare, mais admettons que ça existe. En tout cas moi je suis quand même très je suis quand même très content. euh, c'est assez inestimable de pouvoir rédiger conjointement avec sa mère et de faire toute la promotion que moi-même j'ai fait seul des années auparavant et de voir qu'elle s'implique et qu'elle est présente et que je la fais signer. Voilà. Pas signer, hein, signer. Signé. Ouais, c'est important. Ouais, et ben c'est quand même quelque chose que peu de gens ont l'opportunité de vivre et donc le fait qu'elle se rende compte de cela, qu'elle me parle et qu'elle avoue sans problème, sans complexe que je fais beaucoup d'efforts, ça, le fait de le reconnaître, c'est quand même agréable et je suis ravi de l'entendre. Et oui, il y a aussi le fait que possiblement elle me l'ait pas dit souvent et le fait et quand elle me le dit directement C'est de du vive bonheur. voix, bah c'est oui, c'est quand même un ravissement que l'on ne peut pas nier. Donc on va continuer comme ça. J'ai eu beaucoup d'interrogations sur le fait que ça soit une bonne idée de le faire parce qu'on se voit déjà beaucoup et le fait qu'on soit encore ensemble pour faire la promotion, je me suis dit ben à un moment on va se taper dessus. Mais ça n'est pas ça n'est pour l'instant pas le cas. Euh, donc on verra bien. Mais de toute façon, ma mère, elle fait la promotion, mais elle travaille aussi beaucoup à côté. Donc elle aussi, elle doit être ménagée sur la promotion. D'ailleurs, elle n'est pas là tout le temps. La Non, preuve, elle n'est pas avec moi ici. Elle n'a pas été avec moi mais elle était aux enfants. présente avec le Ouais, message. voilà, j'ai fait les enfants de la télé. Elle avait pas été, elle n'est pas avec moi non plus. Donc oui, on l'a fait venir comment je pourrais dire ça? On l'a fait venir pour rentabiliser un peu le déplacement et faire en sorte qu'elle parle le plus souvent possible. Et c'est Une nouvelle expérience c'est une pour elle. nouvelle expérience pour elle que d'être à la télévision, à la radio et parler du livre. Et donc il est de mon devoir aussi de lui expliquer un peu comment fonctionnent les, les, les journalistes, même si elle a été briefée, mais elle le sait. Mais sur le moment, sur scène, une fois qu'on entre, faut, faut aller vite et dire le maximum de choses parce qu'après on est un peu, on est un peu pris de court et on est un peu déçu de pas avoir dit tout ce qu'on aurait souhaité faire. Et ça arrive malheureusement régulièrement. J'ai une chose à poser. Contrairement ici où je peux parler longtemps, hein, quand même. T'as vu Ah cette ouais, là, liberté? je parle longtemps là. C'est bien. Et Ah ouais, c'est pas mal. ça te fait plaisir, ça te plaît? Ah bah oui, quand je peux répondre de manière entière, en n'ayant pas beaucoup de monde en plus, juste toi Voilà. et le régisseur. Voilà. Et le régisseur. On est qu'à trois, c'est sympa. C'est bon enfant. C'est bon enfant, c'est Ouais. agréable, c'est tranquille. Il y a une chose que je voudrais te poser comme question, Paul. Quand tu fais des salons du livre avec ta maman, en fait, vous avez énormément de monde. On a du monde, oui. Oui, oui. Mais est-ce que souvent tu as des... parce que je l'ai remarqué en Normandie, à Aumale ou ailleurs, des parents qui viennent avec leurs enfants?
Bah oui, Tu te retrouves avec... surtout. Voilà. Et quel est l'échange que vous avez justement avec la mère qui vient avec son fils ou sa fille et avec toi et ta mère? Bah, on discute à 3 voire 4. Ouais. Ça dépend du degré d'implication de l'enfant, mais Oui. en tout cas, moi je parle, ma mère parle et le parent ou les parents parlent. Il s'adresse à moi, mais il parle souvent avec ma mère quand même. Ouais. Ouais. Bah, ils ont besoin de conseils. Oui, ma mère, elle signe que Atypique, moi je signe tous les livres, et il y a des gens qui achètent les crimes et mystères et qui achètent pas le livre, donc ils attendent, je signe, et au moins on récupère du temps de perdu, enfin, qui serait perdu si vraiment En tout cas, on j'étais partage. pleinement dédié à ça, parce que je peux entendre ce qui se passe à côté et signer. Oui, ça je le sais. Ça je le sais. En tout cas, on partage plein de choses parce que Paul, tu es sociétaire des grosses têtes depuis 2020, animé par Laurent Ruquier. Tu es à côté de Jean-Philippe Janssen, Chantal Latsou, Ziz Dupanier, François Berléand, Valérie Pérez, Michel Bernier. Mérès, pardon, excuse-moi. J'ai tellement de fiches. Christophe Beaugrand, Amanda Lear. Enfin bref, ils sont Amanda nombreux. Lear, ça fait longtemps que je Mais l'ai ça pas fait vu. longtemps que tu l'as pas vu, Amanda Lear. Je l'ai vu qu'une fois et c'était pas pour la même raison. C'était pas la même raison. C'était sur un autre plateau. En tout cas, c'est un défi de participer et d'être en compagnie d'autres sociétaires, en fait. Un défi, bah, non, dans le sens où je les connais, où je comprends un peu leur position, je saisis leur humour, je suis avec des gens qui sont là pour rigoler, qui ont une certaine autodérision, pardon. Et donc, je pense pas être en mesure de pouvoir me retenir mes propos de peur de blesser, parce que je sais que de toute façon, c'est que de la plaisanterie. Mais même pour ma part, quand quelqu'un s'adresse à moi en m'invectivant ou en se moquant, je sais que c'est de la taquinerie qui n'est absolument pas empreinte de méchanceté. Donc, il n'y a aucun problème. En revanche, faire attention en tant qu'orchestrateur de ne pas... Froissé? Non, même pas froisser, mais surtout de ne pas parler les uns sur les autres. C'est surtout ça quand on est à 7 sur sur le 7 au final. Voilà. Et donc il faut aussi faut aussi penser aux autres, à ceux qui montent l'émission, à l'animateur, etc. Mais sinon on se prend très vite au jeu, on répond aux questions, on s'amuse, il y a des séquences ironie, il y a des séquences culture, il y a des rubriques, il y a l'invité à la fin, enfin, tu t'éclates. Il y a des appels aux auditeurs. Et ouais, quelle est la grosse tête qui t'impressionne le plus? La grosse tête qui m'impressionne le plus. Allez, peut-être Chantal. Chantal là-dessous. Il paraît que tu l'imites très bien. Oui, c'est Chantal là-dessous. Oui. Ouais, bon, c'est vite fait, hein. Mais impressionné, moi, je trouve qu'ils ont tous des centres d'intérêt, ils ont tous des niches culturelles, ou pas, ils ont tous un capital sympathie et un capital ironie qui est assez intéressante, voire mordante, ça dépend de qui on parle. Et donc je considère que ce soit quelqu'un qui est plus là pour la culture ou plus là pour amuser la galerie, comme on en parlait tout à l'heure, faire rire. Je trouve que ils font tous vive impression, donc ils peuvent impressionner. Parce qu'impressionner, c'est faire bonne impression. Ou alors faire mauvaise impression, ça dépend. En tout cas, c'est faire impression sur quelqu'un. Et donc oui, il y a vraiment des gens qui sont là pour se montrer, qui sont des monstres de scène. Oui. Dans le sens latin du terme. Ouais, juste ça. Et alors, on va écouter quelqu'un qui va te laisser un message aussi. Une belle personne. Écoutons. Oui, Paul, bonjour, c'est Ziz. Oh, mon petit Paul. Écoute, je suis tellement content de te voir dans toutes ces émissions avec ta maman que je me suis dit, tiens, je vais profiter de ce moment avec mon ami Frédéric Julien Bonheur. Eh bien, je vais souhaiter à Paul beaucoup de bonheur parce que tu es vraiment un ami formidable, et je me souviens de nos petites vacances en Grèce avec Laurent Ruquier où on avait bien rigolé, pas vrai Polo? Allez, je t'embrasse, les bises de Ziz. Merci beaucoup Ziz, on t'embrasse aussi. Alors Paul, c'est quoi ces vacances? C'est des vacances qui ont eu lieu en 2022
Voilà, à l'époque, c'était les premiers pas de Ziz sur les grosses têtes. Tout à fait. RTL, ouais. Et on était partis en vacances parce que Laurent nous avait invités à Athènes. Mhm. Et on avait visité. C'était visite et balade, restaurant, farniente. Des vraies vacances. Ce que fait souvent Laurent au final quand on y pense depuis qu'il anime les grosses têtes, il invite pas mal de monde et que ça soit avant les grosses têtes ou après d'ailleurs. Parce que j'ai regardé un petit peu le documentaire qui avait été fait sur lui il y a 12 ans maintenant, et 13 ans même. Et donc je sais que Laurent est quelqu'un qui apprécie s'entourer de beaucoup de monde aussi différents les uns que les autres. Et donc c'est toujours un plaisir, on va dire, que de que d'aller dans une ville, d'aller dans un endroit avec les autres grosses têtes. Ça fait un peu une colonie de vacances où il fait bon vivre, où c'est chaleureux, bon enfant. Et puis quand il s'interroge sur le fait que je sois trop silencieux, il vient taper à ma porte d'hôtel pour savoir Si tout va bien. si je vais bien, si je suis pas endormi. Voilà, pour sortir. Un Il peu. est bienveillant. Ouais, il a un œil bien. Il est bienveillant, Laurent. Il a un œil bienveillant, extrêmement protecteur et gentil. En tout cas, c'est ce qu'il renvoie auprès du public et auprès de moi-même, qui le connaît, un tant soit peu, mais qui le connaît. Quand même. Mais en tout cas, à l'avenir, il faudrait que je m'entretienne seul à seul avec lui pour discuter. Parce Plus que, longuement. oui, parce que Se poser. je considère que être au sein d'une colonie, c'est sympathique, mais ça permet pas de connaître beaucoup plus profondément et de façon plus cathartique quelqu'un. Il faut justement être en face à face. Oui. Trop de sollicitations, trop de personnes autour, c'est compliqué. C'est très compliqué. Donc ça reste momentanément superficiel. Je préférais qu'il y ait une discussion plus profonde. Et je pense qu'avec Laurent, c'est possible d'en avoir. Oui. Du fait de son parcours et de fait de ses considérations psychologiques vis-à-vis des hommes au final. Bien sûr. Voilà, je pense pas que ce soit quelqu'un qui juge de façon définitive. Après, il a des petites saillies où il dit ça c'est nul, ça c'est pas bien, oh là là c'est horrible. Enfin, il a pas sa langue dans sa poche. Il y a une autre personne que tu aimes bien, c'est Isabelle Mergo aussi. Ah, j'ai cru qu'elle aimait ça. Oui, Isabelle Mergo. Non, mais parce que tu regardais un moment. Isabelle, Isabelle, je l'ai vue ce matin en plus. Tout à fait. Et moi, je l'ai vu hier soir. Donc, en tout cas, elle t'embrasse. Tu vois tout le monde. Mais je vois tout le monde, on se voit tous. Oui, j'aime bien tous ces gens. Et oui. C'est sympa. Alors, il y a une chose que j'ai remarqué, c'est que tu avais une phrase que tu disais souvent comme moi, en tout cas. En tout cas. Ouais, en tout cas. On dit souvent en tout cas, toi comme moi, j'ai remarqué ça. Ça fait un moment que je l'ai pas employé, hein, mais. Ah oui, mais tu l'as dit. Allez, si on prend le mot atypique, le titre de ton livre, le monde actuel est-il atypique? Vous êtes profondément écologique, vous êtes pour la protection de l'environnement, de la cause animale, le climat. Que pensez-vous de tout ce qui se passe à la date d'aujourd'hui? La date d'aujourd'hui, hein. Pas demain, pas hier, juste aujourd'hui. Là, aujourd'hui, voire demain, parce qu'on pourrait dire que vous êtes coléreux envers l'injustice, la misère. Je suis trop coléreux, moi. Vous êtes intense, c'est l'harmonie, la tolérance, l'écoute, le respect. Qu'est-ce que vous voyez du monde aujourd'hui? Ce que je vois du monde? Ouais. Oui, je vois du monde. Ce que je vois du monde, ouais, je vois un monde. Le monde est fou, fou. Oui, si c'était juste fou dans la chanson, ça me conviendrait. Mais c'est fou dans la réalité, en fait. C'est quand même assez. C'est extraordinairement dantesque ce qui se passe sur tous les pans du monde, aux États-Unis, en Russie, en Afrique, en Europe, en Amérique du Sud. Enfin voilà, c'est une catastrophe environnementale annoncée, un réchauffement climatique qui continue à faire des ravages avec des incendies toujours plus impressionnants dans les zones sèches qui détruisent des pans entiers de la faune et de la flore. Et tout ça, majoritairement, la responsabilité en vient à l'être humain. Et malheureusement, l'être humain, dans la difficulté qui est de ne pas généraliser, c'est toujours difficile de se dire qu'il y a une partie de l'être humain qui fait tout pour que la tendance s'inverse. Il y a des climatologues, des météorologues, des penseurs écologistes qui en ont parlé, qui continuent à le faire et qu'on ne prend pas forcément au sérieux, et même qu'on insulte, qu'on fait taire. Et oui, je pense qu'il y a une extrémisation des États
occidentaux et des États du monde, de manière générale. Et je dis occidentaux en premier lieu parce que je suis un habitant et un natif de l'Occident, Bien sûr. et mais c'est un cataclysme qui se passe. On est en train de dire on va certainement dire que je suis un alarmiste, mais c'est l'alarme qui est sonnée depuis bien Depuis longtemps. bien longtemps. Je ne suis que la personne qui relaie comme la flamme olympique. Je suis qu'un relais, je ne suis pas à l'origine de cette alarme. Moi, quand je pense à tous les écologistes des temps passés, Thoreau, René Dumont, le politicien, Tout à fait. déjà eux à l'époque, ils étaient vus d'un œil complètement ahuri par les autres, du fait de leur propension à considérer que l'on fait partie intégrante de la nature, et le fait de s'en dissocier et d'avoir la possibilité de vie ou de mort sur tout l'espace qui nous est dédié est quand même assez incroyable. Au final, on devrait tous penser à ce qui nous entoure, à faire profil bas, à préserver les écosystèmes, à faire que l'environnement qui est le nôtre soit protégé et ne soit pas sali par l'activité humaine dans le sens le plus extrême du terme. Et encore une fois, c'est l'extrémisme qui fait que l'on est à un niveau extrêmement préoccupant de pollution, mais pollution sonore, pollution idéologique, pollution atmosphérique, une pollution permanente sur tous les pans des sociétés humaines. Est-ce qu'on n'en fait pas un peu trop dans l'écologie, par exemple? Est-ce qu'on en fait de trop, ou on en fait dans la logique? Non, on fait pas assez. On n'en fait pas assez. Parce que l'argent est quand même le principal moteur des sociétés humaines. C'est le nerf de la guerre. Et s'il n'y a pas d'argent à y gagner, on préfère détruire la nature que d'avoir un manque à gagner. Les gens et les principaux destructeurs de la planète, c'est ceux qui dirigent le monde. Bien sûr. C'est les politiciens de tout poil. C'est pas le malheureux agriculteur, c'est pas le pauvre éleveur, ou c'est pas l'habitant des forêts reculées de Birmanie. Donc malheureusement, de toute façon, la planète entière pollue. Mais ce qui devient grave, c'est qu'il y a des gens qui polluent bien plus que d'autres, mais qui ne se remettent jamais en question et qui ne vont cesser leurs activités pour rien au monde. Pour rien au monde. Et on me pointe du doigt des gens qui se réclament écologistes, qui polluent statistiquement moins, mais qu'on va pointer du doigt parce qu'ils sont donneurs de leçons. Oui. Parce que au final, eux vont considérer que c'est ce que je suis en train de faire. Tu connais Paul, fais ce que je te dis, mais fais pas ce que je fais. Oui, mais après, c'est comme les nimbis, tu sais, faut avoir des poules, mais pas chez moi, quoi. C'est un peu ça. Des poules pour les œufs, pour manger les détritus, le compost, mais pas chez moi parce que ça m'importune, ça fait du bruit et ça sent pas bon. Donc, oui, il faut commencer par faire des sacrifices et arrêter de vivre dans le luxe, dans le stupre et dans l'excessif. Revenir aux fondamentaux et revenir à quelque chose de plus simple. Simple. Tout à fait. Et justement, on va continuer avec un questionnaire de Proust où Marcel était assez simple. À la fois. En plus, Marcel Proust, c'est l'écrivain préféré de ma mère. Tout à fait. Oui. Et comme tu connais l'émission... Et je lui ai fait un portrait de Proust pour son anniversaire il y a quelques années. Ouais. Ah, et donc il faudra que je lui fasse le questionnaire alors. Oui, si elle ne l'a pas déjà fait. Mais, oui. Mais c'est toujours intéressant de le refaire à intervalles réguliers. Exactement, et Proust était très écolo aussi. Oui, Proust était beaucoup de choses. Et comme tu es comme lui, tu es une madeleine. Oui, en plus j'adore les madeleines. C'est pour ça que je t'en offre. Ah bah c'est gentil, merci. Allez, le principal trait de ton caractère. Le principal trait de mon caractère Honnête. La qualité que tu préfères chez un homme ou chez une femme? La qualité que je préfère chez un homme ou chez une femme C'est pas facile. C'est pas facile, hein. Non, parce qu'il y a aussi la résilience et l'aspect combatif qui peut me caractériser dans la première question. Mais il faut en choisir un, donc je vais dire honnête. Pour la deuxième, je vais dire... Honnête pour l'homme? Honnête pour l'homme. Et la femme? J'ai déjà dit honnête avant, mais... C'est toi qui vois. On va pas... Non, on va... On peut reprendre ou pas? Bien sûr, le principal trait de ton caractère. Ouais, on va refaire passer. Ouais. Le principal trait de mon caractère, c'est
Bah, c'est justement l'opiniâtreté. Ah, Ouais. la qualité que tu préfères chez un homme, L'honnêteté. chez une femme, Homme ou femme, de toute façon. c'est l'honnêteté aussi. Bon, franchement, j'ai pas envie que la femme me mente et l'homme. L'homme avec un H majuscule, j'ai envie de dire. Mais pour changer, je vais dire. De toute façon, c'est valable pour hommes et femmes ce que je Tout suis en à train fait. de- Alors, et pour la femme, je vais dire. Le, le désintérêt, peut-être. Le désintérêt. L'action des L'action des. désintérêt. Comme Kant. Voilà. Ce que tu apprécies chez tes amis. J'apprécie chez mes amis leur, leur gentillesse et leur drôlerie. Leur drôlerie. Oui. Votre principal donc défaut. Euh, entêté, têtu. Têtu. Bon, c'est voilà. Entêté, têtu ou bien, complètement. Je cherche un autre mot, mais il y a entêté mot à chaque fois il me revient pas, c'est un truc de fou. On sait jamais à quoi s'attendre. Ah oui, avec toi, on sait jamais Oui, à quoi s'attendre. c'est quoi le... Oui, je vois ce que tu veux Oui, dire. tu vois, Ça va nous revenir. Non mais en 2 secondes ça va me revenir. Je suis. Oh là là. C'est pas grave. On va revenir. Ton occupation préférée. Mon occupation préférée, la lecture. La lecture. Ta couleur préférée. Ma couleur préférée. Ouais. T'en as plein. J'aime toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Elles ont toutes une certaine beauté, une certaine symbolique, une certaine poésie. Bon, c'est un peu le synesthète qui parle, même si je le suis pas, mais admettons, à une époque j'aimais bien le rouge et le rose, maintenant je suis plus bleu et vert. Oui, mais j'aime bien le jaune. Je croyais que tu allais dire le rouge et le noir. Le noir aussi, j'aime bien. Voilà. Le noir aussi. Ta chanson préférée. Ma chanson préférée, voilà aussi c'est compliqué. Hein. Bah, à l'époque de Proust, il n'y a pas toutes les chansons. Mais non. Ah. Si on peut dire Drôle de vie avec Véronique Sanson par exemple, est-ce que tu aimes? Drôle de vie, oui, mais après c'est pas celle que j'écoute le plus. Non, ça je me doute. Mais je dirais, le Paradis blanc. Le paradis blanc, Michel Blanc. Michel Berger. Michel Berger, pardon. Michel Blanc. Mais Paradis Michel blanc, Berger. Michel Blanc. Voilà. Ou alors, Tu l'as trouvé. ou alors le rêve du pêcheur. Ou le rêve du pêcheur, je sais que tu aimes Mais cette j'aime bien, chanson. Woody. T'adores Woody en Ouais, plus. Ton auteur ou ton poète préféré? Mon écrivain ou mon auteur? Un poète. Ah oui. Baudelaire. Baudelaire. Du fait de cette laideur enjolivante qu'il adore en permanence mettre sous sa plume. Enfin, il a la plume aiguisée pour rendre beau quelque chose qui est éminemment laid pour le commun des mortels. Et ça, c'est quelque chose qui est quand même assez remarquable, comme pour la charogne par exemple. Et voilà. Et ton film préféré? À l'époque de Proust, déjà, il disait ça. Ah oui, il y avait déjà des films en noir et blanc. Bah oui, je sais. Naissance d'une nation, il y avait, c'est tout. Non, qu'est-ce que je vais pouvoir dire? Mon film préféré? C'est compliqué. Un ancien, un nouveau, comme tu veux. J'allais dire Rainman alors que je l'ai jamais vu. Non, j'aime bien. J'aimais bien Le Monde de Nathan. Personne ou presque connaît ce film avec Asa Butterfield. J'aimais bien Le Monde de Nathan. Mais j'aime bien aussi. Un Indien dans la ville. Un Indien dans la ville. Ouais, j'aime bien. Et qu'est-ce que j'aime bien aussi? J'aime bien les. Il y en a plein. Ouais, il y en a pas mal. Les films de Claude Lelouch, t'aimes bien aussi? Oui, mais j'en ai vu aucun. Aucun. J'ai vu aucun film de Claude. Claude, on t'embrasse. Mais si, mais Claude, j'ai rien contre Claude, absolument sais. pas. Mais il y a plein de réalisateurs, j'ai jamais vu aucun de leurs films. D'accord.
Bah oui, la génération de Lelouch, Blier, Tavernier, j'ai vu. Enfin, Claude Sauté, j'ai vu aucun film. Aucun. Ouais. D'accord. Mais je connais les films de nom, je connais les acteurs. Tout à fait. Je connais un peu l'histoire, mais j'ai jamais vu. Il y a aussi l'Odyssée de Pi, Oui, que j'aime bien. Qui est très très bien. Ouais, l'Odyssée de Pi. Allez, le mot que tu détestes. Le mot que je déteste. Oui. Le mot que je déteste. Waouh. Tu sais, t'as des gens qui disent j'aime pas le de rien. Ah oui, mais ça c'est pas un mot, c'est plusieurs mots, c'est des plusieurs expressions. mots, voilà, des expressions ou quelque chose. J'aime pas les expressions qui reviennent en permanence, mais c'est des expressions qui sont plus de l'ordre du réflexe terminologique plutôt que de la réelle considération pour les termes. Par exemple, en vrai, genre. Ah oui. En oui. vrai, genre. En vrai, moi, je te que connais. tu vas mentir. Tu vas t'obligé de rajouter en vrai. Sinon, il y a un mot. Après, il y a plein de mots vulgaires que j'apprécie moyen. Oui, je sais que tu n'aimes pas. Et ton mot préféré alors? Mon mot préféré. Bonheur? Bienveillance? Nostalgie? Ah oui, non, il y a un mot que j'aime pas aussi. Trahison. Ah oui. Ouais, j'aime pas. Ouais, j'aime pas. Mais aussi ce qu'il induit, évidemment. Bien sûr. Et le mot que j'aime bien. Oui. Le mot que j'aime bien. Ah, je pourrais dire bonheur comme ici. Bonheur, comme ici. Et, ben voilà. Et sinon, j'aime bien aussi résilience. Résilience, ça c'est important, surtout dans ce monde. Oui. Le pays ou la région que tu aimes? Le pays ou la région que j'aime. J'ai pas visité le monde entier. Hein. Non, mais t'as quand même bougé. Je trouverais beaucoup d'intérêt à plein de régions et zones du monde. Ouais. Mais je vais dire... qu'est-ce que je vais bien pouvoir dire? La zone du monde, les Antilles. Les Antilles? J'aime bien les Antilles. Ouais. Mais sauf quand je repars avec une petite dingue ou un chikungunya, je suis moins content là. Tu m'étonnes. Mais sinon, il fait bon vivre, il fait ensoleillé, c'est chaleureux. Les gens sont chaleureux. Là. Oui, le climat comme les gens, donc oui, j'aime bien. Et puis j'ai habité là-bas pendant longtemps. Donc. Exactement. Le don de la nature que tu aurais aimé avoir. Le don de la nature que j'aimerais aimer avoir. Le don de la nature. Ouais, quelque chose. Tu sais, comme Joséphine Ange Gardien et qui claque, et puis hop, tu te déplaces. Ça éviterait les bouchons dans Paris. L'invisibilité. L'invisibilité, ah c'est pas mal. La capacité de... Bon après c'est une capacité que j'ai déjà, j'ai de la chance de l'avoir, c'est comprendre les pensées des gens, mais peut-être pouvoir lire dans les pensées aussi. Lire dans les pensées. Pleine. Et franchement, voler aussi, c'est pas si mal. C'est pas mal, hein. Ouais, c'est pas mal aussi. Un hommage à Bernard Pivot, le métier que vous n'aimeriez pas faire. Et pourtant, tous les beaux métiers du monde. Oui, après, il y a des métiers qui n'existent plus. Hein. Exactement. Après, je trouve que les métiers les plus malsains, les plus laids possiblement, selon l'état d'esprit actuel, c'est plutôt des métiers qui n'existent plus. Parce qu'en plus, j'ai lu ça me permet de parler d'un livre que j'ai lu. C'est sur les métiers qui ont disparu et qui sont extrêmement étonnants. Et franchement, il y a... Il y a le... Oh putain, comment il s'appelle? Bah il y a le... Oh non, c'est le... Il y a un métier horrible qui a disparu, c'est... Croque-mort? Ça existe toujours. Non, ça existe. C'est quelqu'un qui fait traverser une personne pour éviter qu'elle se mouille dans une... Ah oui, les embarcadères, là, les... oui. Il y a aussi le fait que quelqu'un qui... Enfin, je sais pas, c'est un orpailleur scatophile. Ouais, c'est quelqu'un qui, à une certaine époque, et on peut en voir dans Les Misérables de Victor Hugo, oui. C'est quelqu'un qui est dans les égouts, oui. qui cherche des bijoux, qui cherche des restes auxquels il pourrait en tirer un prix.
D'accord. Et ça, c'est un métier qui n'existe plus. J'aimerais pas faire ça. Ah bah non, tu m'étonnes. Ou alors, mais actuellement, il y a aussi le fait de un plongeur dans les stations d'épuration. Oui. C'est toujours, Ouais. c'est toujours dans l'excrément ou l'urine. Enfin, en tout cas, tu nous mets au parfum. Bah, je suis obligé. Hein. Alors, il y a une chose. Mais si t'es très bien payé en faisant ça. Ah bah. T'as beaucoup d'argent. T'es moins dans la merde. Pardon, excusez-moi. Il ne faut pas dire de gros mots. Si Dieu existe, qu'aimeriez-vous après votre mort l'entendre vous dire? J'ai vu Pivot qui répondait à son propre questionnaire. Ouais. Ouais, par Buñuel. Oui, eh bien, j'aimerais qu'il me dise. Dans le micro. Ouais, bien sûr. C'est une bonne question, ça. Qu'est-ce qu'il m'aimerait que. Tellement de choses. En fait, moi, je ferais une conversation avec lui. J'aurais pas. Ah ouais? Ouais, parce qu'il me dit quelque chose, j'aurais aimé savoir plus. Mais sinon. Qu'est-ce que tu as envie de me dire encore? Ou qu'est-ce que tu veux qu'on partage? T'as. 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 T'as tellement donné, t'as trop donné, en fait. Je pense qu'il me dirait ça. Tu ne t'en fais pas. Aucun humain ne te comprend, mais moi, je t'ai compris. Aucun humain te comprend, mais moi je t'ai compris. Moi, je t'ai compris. C'est une belle phrase. Votre devise, Paul? Ma devise, qui même me suit. Non, j'ai connu. Celle-là, tout le monde l'a fait. Non. Ta devise. Oui, bah ça c'est Philippe de Valois, mais sinon il y a aussi qu'il me haïsse pourvu qu'il me craigne, Caligula. Non, j'ai connu. Non, je plaisante. On va dire il bah c'est pas une citation que j'apprécie, mais c'est un peu une citation qui est mise au goût du jour, qui parfume un peu de façon extrêmement nauséabonde les rapports entre les médias, la politique et le peuple. C'est une phrase de Goebbels Ouais. qui disait, qui disait ce n'est pas en prononçant 100 fois un mensonge qu'il deviendra une vérité. Attends, c'est pas ça. Je vais reprendre. Mais il y a des coupures ou pas? Oui, t'inquiète pas, Ouais. on est en direct. Ouais. Oui, on est en direct. Ah oui, bah c'est pas grave. C'est pas grave. Si vous avez des trucs à boire chez vous, allez-y. Non. Je vous dis que je suis tellement habitué à ce qui est justement des coupures dans toutes les émissions que je fais. Mais en tout cas, ce que je tiens à dire, c'est que une, un, un mensonge dit 100 fois reste un mensonge dit 1000 fois devient une vérité. Et je pense que c'est à force de regarder les chaînes d'information, dit en continu, pour la plupart, on est un peu pollué dans tout ça. On se transforme, on se métamorphose en quelqu'un que l'on n'est pas, qui ne nous ressemble possiblement pas. Ou à contrario, on réveille quelqu'un qui a toujours été et qui est bien mauvais. Ouais. Donc ça, dans un sens comme dans l'autre, ça devient, ça périclite littéralement tous les rapports humains et ça pervertit justement l'ensemble du débat dit démocratique au final qui est censé être le nôtre. Ça devient très compliqué, ça devient une jungle incontrôlable quoi. Et encore, la jungle elle est plus contrôlable que le monde des hommes. On arrive dans un monde imaginaire ou inimaginable. Allez, pour toi, c'est quoi le bonheur, Paul? Le bonheur pour moi, c'est de partager. Mais sinon, la phrase préférée, j'en ai une autre. Vas-y. J'ai beaucoup de trucs dans la tête et en plus, je suis un peu fatigué. Donc, excusez mon impertinence. Non, je plaisante. Au contraire, j'essaie d'être le plus pertinent possible dans ce que je dis. C'est justement la phrase que j'ai pas pu dire et que certaines personnes ont dû s'interroger au début parce que j'ai parlé de Gramsci, mais j'ai pas donné sa phrase. C'est l'optimisme de la volonté et le pessimisme de la raison. De la raison. Voilà. Mais bonne déduction. Et donc, c'est quoi le bonheur?
Et le bonheur, bah, je vais encore parler de mon ami, de mon mentor, de mon maître que je n'ai jamais connu, qui est le philosophe allemand Schopenhauer, Hmm. qui disait que le bonheur n'est qu'un métronome, n'est qu'un métronome, Hmm. n'est qu'une pendule qui oscille entre la souffrance et l'ennui. Et qu'est-ce que la souffrance et l'ennui? Eh ben, c'est très long C'est long. et mais- difficile à saisir. L'ennui, l'ennui au final, c'est c'est une, c'est une non-faculté à pouvoir se satisfaire de quelque chose qui ne nous intéresse pas ou qui nous procure un certain mal-être, un- une certaine souffrance. Et en même temps, quand tu tends à quelque chose, quand tu tends au bonheur, quand tu tends à une observation ou à une action qui te procure on va dire un temps aussi infime qu'un bonheur qui serait pile poil l'aiguille droite du métronome, tu l'obtiens et tout de suite après, tu es dans une forme de souffrance. Et inversement, tu souffres d'avoir eu, de ne pas avoir quelque chose, par exemple. Je sais pas, tu aimes quelqu'un, mais il n'est pas là. Tu souffres. Bien Et une sûr. fois que tu es avec lui et que tu as un peu essoré l'ensemble de sa personnalité et qu'elle te stimule plus, tu t'ennuies. Et ça, c'est pas uniquement pour les relations humaines, au final. Oui, c'est un ensemble de choses. Voilà, c'est C'est ça. un ensemble de choses. En tout cas, merci beaucoup, Paul. Merci de ce moment de bonheur que nous avons partagé. Et puis, ça vous plairait de jouer dans un film ou dans une série? C'est un projet? Oui, pourquoi pas, écoutez. Ça serait pas mal, j'aimerais bien jouer dans un film ou une série historique. Avec les costumes, avec Ah oui, dans l'histoire, de toute façon. avec les Ça serait dans l'histoire. avec d'autres comédiens. Au moins que je puisse essayer, quoi. Voir ce que ça donne. Parce que j'ai essayé beaucoup de choses. Mais ça te plaît? Il y Ça a te des plaît? choses qui m'ont plutôt réussi et d'autres, malheureusement, qui sont en stand-by ou entre Mais parenthèses ça va parce venir. que ça n'a pas pu se faire. Non pas par manque de créativité et ou de talent, mais parce que mon vis-à-vis n'était absolument pas à la mesure. Dans le sens où il y a des comédiens ou des acteurs qui, mis ensemble, ne... Ça f- distordant. Oui, enfin, ça fonctionne. Dissonant, C'est dissonant, dissonant. c'est ça que je Voilà. cherche comme terme. Voilà. Allez. Et l'adjectif que je cherche depuis tout à l'heure, je ne le trouve toujours pas, c'est un truc de fou. Ne pas têtu et ne pas savoir. Imprévisible. Imprévisible. Hop. Tu es imprévisible. Voilà, c'est Voilà. ça, c'est ça. Alors, je rappelle ton actualité atypique. Paul et Sophie Elkarat, un dialogue mère et fils pour mieux comprendre l'autisme, édition HarperCollins. Je remercie Mélodie Leclerc de HarperCollins, Anne-Lise Genex et Mathieu Johan. On vous retrouve aussi aux grosses têtes avec Laurent Ruquier, justement. C'est toutes les semaines? Non, toutes les 2 semaines. 2 fois. Toutes les 2 semaines. Ça va être un grand bonheur de vous écouter aussi encore aux grosses têtes. Il y a aussi un autre projet artistique avec Rabat. Rabat Clef, Voilà. c'est un copain à moi qui est street artiste et qui fait aussi de l'art contemporain avec toutes sortes de matériaux qu'il met sur ses toiles, surtout de la bombe. Ouais. Et en fait, il y avait un projet de conférence Conférence. où je parlerais de l'histoire de l'art, des peintres, etc. Et lui, qui ferait un atelier peinture avec des volontaires. D'accord. Bah, beau programme en tout cas. Merci Paul. Je vous laisse le mot de la fin. Comme je dis, il n'y a jamais de fin, c'est toujours un commencement. Oui, le commencement de la fin. Exactement. Allez, je te laisse dire le mot de la fin. Eh bien, le mot de la fin, c'est compliqué parce que un mot, Ouais. c'est témérité, ne jamais abandonner et continuer à croire En soi. à croire en soi, à croire en ce que l'on est capable de faire et surtout faire en sorte d'être avec des personnes qui ne te mettront pas des bâtons dans les roues mais qui contribueront à ce que tes roues soient remises sur les essieux et soient
viable et tu pourras justement rouler avec l'aide des autres. Et ça ne peut pas marcher si tu n'es pas épaulé comme il se doit. Tout à fait. Merci beaucoup, Paul. Merci beaucoup. C'était un bonheur. Merci à Vianney à la réalisation. Merci à Rabat, directeur de la Radio Armada. Merci, chers auditeurs. On se retrouve le mardi 6 mai 2025 avec une invitée qui a marqué le journal de 13h. Je peux vous dire que ça va être un bonheur, justement. Alors, je vous souhaite plein de bonheur. Prenez soin de vous. Je vous dis à très, très bientôt. Ciao, ciao, ciao.